fourmis effondrées, on récupérait les provisions de grains précieusement conservées pour les semences de l'automne. Si le grain manquait, comment sèmerait-on? La même chose partout. Même les morts n'avaient pas été épargnés. Le tremblement de terre avait secoué les tombes de Flatter. Et c'est dans ce désordre funèbre que le garde champêtre alignait ses nouvelles croix taillées dans les charpentes effondrées. La même chose partout. Dans les solitudes de la montagne, les déchirements du sol, les effondrements, les fissures, telles failles longues de près d'1 kilomètre, disaient avec une nouvelle éloquence ce qu'avait été le cauchemar de la nuit tragique. Ici, l'œil pouvait voir que vraiment la terre avait tremblé. Ici, l'esprit pouvait s'arrêter sur l'énormité des explosions intérieures qui, à travers des kilomètres d'épaisseur, avaient imprimé à la croûte terrestre un effort tel qu'elle n'avait pas pu y résister. Ah oui, dans cette nuit du 8 septembre, quelle danse macabre avait dansé la montagne. C'était encore le petit village arabe de Beni Rached. Et lorsqu'après avoir vu Anoto et Flatter ont connu Beni Rached, on put dire qu'il s'établit un grand silence. Le drame était partout. Le malheur était partout. Il fallait le rechercher dans les douars isolés, sur les pentes désertes, dans les vallons perdus. Les hélicoptères de la Croix-Rouge, tous les jours, plusieurs fois par jour, prenaient leur équipe sanitaire et s'en allaient, seuls véhicules appropriés dans ces régions sans route. Dans les petits centres, des ambulances de fortune avaient été dressées. On y voyait arriver, convoyés par leurs parents, des sortes de cadavres qui n'avaient plus de vivant que les yeux. On y amenait pêle-mêle tous les malheurs et toutes les souffrances. Misère de ces êtres qui s'étaient soudain réveillés sous le poids des pierres de leur maison. Misère de ces petits qui n'avaient encore rien compris et qui ne pouvaient rien comprendre, sinon qu'ils avaient mal. Et des ambulances volantes couraient les routes et les pistes. On peut dire aujourd'hui que l'effort de la Croix-Rouge et du service médical fut à la hauteur du malheur. La peur régnait toujours. Des secousses nouvelles, peu graves mais inquiétantes, tenaient l'attention en éveil. La Croix-Rouge évacua d'Orléansville la plupart des enfants. Il n'y eut pas que les enfants à partir. On vit dans ces jours-là une part de la population fuir l'insécurité. Par bonheur, la gare, très atteinte le premier jour, avait pu être remise en fonctionnement aussitôt. Ses services s'étaient simplement installés sur les quais. Et c'est tout à l'honneur des cheminots, jamais la gare d'Orléansville n'interrompit le trafic. Orléansville prenait déjà à ce moment un autre visage. Les secours de toutes sortes y affluaient, qu'emmagasinaient en dépôt à l'air libre des scouts de toute confession et de toute région. Après les pompiers d'Alger, les premiers sur les lieux, les pompiers de Paris avaient envoyé une compagnie. Elle avait à organiser les villages abris qui permettraient à Orléansville de patienter et de se survivre. C'est donc sous les mains des pompiers de Paris qu'on vit naître une série de villes de toile où les 15 000 sinistrés d'Orléansville purent rétablir un commencement de foyer pendant que se montaient les premières maisons préfabriquées commandées pour remplacer les tentes. Qui aurait reconnu la ville? Les échoppes ou les boutiques d'hier avaient gagné la rue. Coiffeurs, boulangers, épiciers n'avaient plus pour toi que le ciel. Dans ce décor de deuil, la poste, elle aussi, revivait. La vie revenait. Seulement, un soir,
Cette secousse-là achevait ce qu'avait commencé la première. Sans doute il n'y avait pas de nouvelles victimes, mais des ruines nouvelles s'ajoutaient aux ruines. C'était la caserne. C'était la sous-préfecture. 85% des immeubles d'Orléansville ne pourraient plus être sauvés. Alors, dans ces jours incertains, dans ce climat d'insécurité, dans cette sorte de drame qui devenait permanent, on vit quelque chose d'immense et de magnifique. On vit ce que, aux heures les plus tragiques, peut faire le simple courage des hommes. On vit les équipes de déblayage s'accrocher aux ruines avec une ténacité d'insectes. On vit les équipes se succéder, de jour et de nuit, à la lumière des projecteurs. Travail décevant et triste de ramasser des débris. Mais il faut, pour le simple honneur de l'homme, dire un mot des déblayeurs, qui à cette heure-là, quand la terre tremblait encore, firent place nette de ces énormes décombres. Parfois, dans ces immenses enchevêtrements, des cadavres se découvraient encore. La liste funèbre s'allongeait à nouveau. On peut dire aujourd'hui, à la lumière des derniers rapports, que plus de 1500 hommes ont trouvé la mort dans le tremblement de terre du Chélif, plus qu'en Grèce l'an dernier. On pouvait craindre la naissance d'épidémies qui eussent décuplé l'ampleur de la catastrophe. Les hélicoptères de la santé publique déversèrent des nuages de produits. Il n'y eut pas d'épidémie. Mais maintenant, après cette nouvelle secousse dont la violence avait été près d'égaler la première, la peur s'était installée au cœur d'Orléansville. Elle disait, cette peur, que le temps d'Orléansville était fini et qu'il fallait fuir coûte que coûte. Et ce fut comme un nouvel exode.